aux origines des inventions qui feront notre quotidien. Parmi ces inventions, David Castello-Lopez, vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'un jeu pour les gens extrêmement intelligents. Moi, je joue au Uno, par exemple. Je ne joue pas aux échecs. Tout à fait. Je ne connais même pas bien les règles. Moi, vous savez, j'ai pas, vous le savez, hein, j'ai pas d'enfant. Donc, donc la chose la plus proche que j'ai connue de la paternité, c'était les babysitting. Et quand j'avais 20 ans, je gardais tous les mercredis un petit garçon qui s'appelait Antoine. Et un jour, Antoine, il m'a dit, viens, on joue aux échecs. Et j'ai accepté en me disant, qu'est-ce qu'un enfant de 10 ans va bien pouvoir faire contre moi? Et Antoine, il m'a rétamé ma race. C'est-à-dire que non seulement il a gagné, mais il a gagné très très vite et en me dominant complètement du début à la fin. Du point de vue des échecs, c'était une humiliation totale et c'était en 2002. Et je vous l'avoue aujourd'hui, depuis ce jour, je n'ai plus jamais joué aux échecs. Pour la même raison que je n'ai pas fait de test de QI et que je fais pas de sudoku, parce que je soupçonne qu'au fond, je suis un peu bête, mais je veux surtout pas en avoir le cœur net. Mais alors, d'où ça vient les échecs, cette machine à humilier les cons? Je vais commencer par un peu d'étymologie, si vous voulez bien. Vous savez comment ça se dit en anglais, les échecs? Non, je sais en russe. Ça vous intéresse pas? Si, allez-y, en russe aussi. Charmati. Charmati, oui, en anglais. En anglais, c'est... Chess. Cheese, l'autre. L'autre ne peut pas envisager quelque chose qui ne soit pas à manger. Ça se dit chess. Alors, celui que vous avez cité en russe et aussi en chess, à votre avis, de quel mot c'est dérivé? Du chinois? Non. Ça vient de chat. Chat qui veut dire roi en persan. Oui. Et ça s'entend encore très bien dans la version russe. Oui. Et ça s'entend aussi dans la version portugaise. En portugais, on dit xadrez. Donc, vous voyez, le de chat, c'est la même chose. Les échecs en français, c'est plus incertain. Peut-être qu'aussi c'est un dérivé de chat, mais ça vient peut-être plutôt de skak, qui est un mot franc qui voulait dire butin. C'est probablement né en Inde au VIe siècle, les échecs. C'est passé en Perse, puis dans le monde arabe. Et enfin, par les Arabes, c'est arrivé en Espagne, puis dans le reste de l'Europe. Il y a eu plusieurs variantes au cours de l'histoire, mais le jeu tel qu'on le connaît aujourd'hui, il date du XVe siècle, avec notamment un changement important à ce moment-là, qui est la reine. La reine, c'est de très loin la pièce la plus puissante du jeu d'échecs. Elle peut aller partout en un coup. Elle peut traverser le plateau en un seul coup. Et elle a remplacé une pièce qui s'appelait le conseiller et qui ne pouvait bouger que d'une case en diagonale. Mais alors pourquoi? C'est que ça m'a toujours pas vu étrange. Pourquoi est-ce que c'était une pièce féminine? C'est une pièce féminine qui, petit à petit, à partir du XVe siècle, a été choisie pour être la plus forte. D'autant que le roi est nul. Enfin, il va juste dans le côté. Alors le roi, c'est le plus important parce que s'il meurt, la partie est finie. Mais c'est quand même la reine, la pièce la plus puissante. Pensez à jouer aux échecs dans les tavernes, dans les bars, etc. Et à partir de là, c'est assez fascinant de voir qu'il y a eu des périodes dans le jeu d'échecs, des styles différents qui se sont développés successivement et qui sont liés à des époques particulières. Le premier qu'on a répertorié, c'est le style romantique dans le jeu d'échecs. Le style romantique, c'est quoi? C'est de balancer toutes ses forces dans la bataille, d'attaquer. Ça, c'est votre style. Ça, c'est mon style à moi. C'est vous attaquez comme un taré de façon un peu téméraire. Et le truc, c'est qu'il faut pas juste gagner, il faut gagner avec panache, vous voyez. Et ça correspond d'ailleurs à peu près à la période romantique dans les arts. L'important, c'est l'émotion plutôt que la technique. Et c'est assez rigolo de voir que petit à petit, à la fin du 19e siècle, on a remplacé ce style fondé sur le panache par un style fondé, lui, sur la précision, de la même façon que l'art a laissé tomber les envolées lyriques pour le réalisme analytique. Ben ça a eu son équivalent dans les échecs. Et cette façon rationnelle de jouer aux échecs, ça demandait bien sûr d'étudier le jeu de façon extrêmement carrée et rationnelle. Et aucun peuple dans l'histoire du monde n'a collectivement étudié les échecs rationnellement de plus que les Russes. Les Russes... Kasparov. Mais oui, exactement. Et pourquoi, en fait, les Russes étaient obsédés à ce point-là par les échecs? Parce que, au XXe siècle, pour les Russes, les échecs, c'est devenu une arme géopolitique. Gagner aux échecs, c'était une preuve de la supériorité intellectuelle de l'homme communiste sur l'ordure capitaliste décadente. Et les Russes, ils ont dominé les échecs comme rarement quoi que ce soit a été dominé. Entre 1948 et 1969, ils ont non seulement gagné absolument tous les championnats du monde, mais même tous les finalistes de toutes les finales du championnat
championnats du monde, c'était des Russes aussi. Vous voyez, il y a que des drapeaux russes entre 1948 et 1969. La dernière étape, si vous voulez, de l'histoire des échecs, c'est 1997. Vous savez ce qui s'est passé en 1997? La machine exactement. Deep Blue, l'ordinateur d'IBM qui a battu Kasparov. On comprend, c'est assez facile de comprendre pourquoi les ordinateurs gagnent aux échecs. Oui. C'est-à-dire que les meilleurs joueurs d'échecs, ils peuvent envisager des dizaines de coups à chaque fois pour en choisir un. Les ordinateurs, ils peuvent en analyser des dizaines de millions au même moment. Et en plus, les ordinateurs, ils sont pas sujets ni à la fatigue, ni à la pression psychologique. On peut pas les intimider. C'est des espèces de glaçons froids qui sont vachement plus forts. Alors, on pourrait dire que c'est triste, cette nouvelle époque de la domination des ordinateurs, mais d'un autre côté, ce sont aussi les ordinateurs et Internet qui ont permis de démocratiser les échecs. À une époque, il y avait que les Russes. Maintenant, il suffit de se connecter à Internet et on peut étudier des parties beaucoup mieux qu'on pouvait les étudier avant. Il y a une beaucoup plus grande diversité de joueurs. Il y a de plus en plus de gens qui sont grandmasters, c'est-à-dire les plus grands joueurs d'échecs. Ils sont de plus en plus jeunes. Et il y a aussi ce truc, cette actualité des échecs. En 2020, ça a été le jeu en ligne qui a connu la croissance la plus forte. Alors c'est probablement à cause de l'internet, comme je l'ai dit, etc., du développement des tutoriels en ligne, mais c'est aussi, vous l'avez soupçonné comme moi, le jeu de la dame de Queen's Gambit, la série de Netflix qui a en fait donné une sorte de nouvelle jeunesse à ce jeu qui a 1500 ans. Mais merci beaucoup David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion